Ma question c'est pour Monsieur De Foucauld. En fait, le sujet de la conférence, c'est donc lutte contre le chômage et préservation de l'environnement. Et dans votre point numéro 4, en fait, vous dites qu'une des solutions, ça peut être d'investir dans la croissance verte. Est-ce que justement croissance verte et écologie, c'est pas antagoniste? Il y a un certain Nicolas Georgescu-Roegen, qui est un économiste de haut vol et qui a donc prôné la décroissance soutenable. Effectivement, ça vient d'être évoqué. Comment voulez-vous, sur une planète limitée, appliquer un modèle qui préconise l'illimité? Vous vous rendez compte qu'il y a 30% de l'humanité, dont je fais partie, qui prélèvent tellement de ressources que finalement, ils réduisent les autres à l'indigence. Donc cet équilibre-là, si vous voulez, ça devrait, ce déséquilibre entre le nord et le sud, c'est-à-dire la population qui est inscrite dans cette civilisation de la combustion énergétique avec le progrès technologique, etc., finalement, vit grand train, je n'ai pas besoin de le rappeler, mais il y a 70% du genre humain qu'on ne peut pas accuser, parce que très souvent, on vient avec la démographie. Je regrette, ce n'est pas les 70% de l'humanité frisant pratiquement l'indigence absolue qui consomme les ressources de la planète. C'est bien les 30% dont je fais partie. Donc, en établissant ce genre de choses, vous savez, vous avez la fameuse empreinte écologique qui vous dit que si chaque habitant de la planète voulait vivre comme un Américain, il faudrait 6 à 7 planètes. Ça vous donne une idée, si vous voulez, du prélèvement que font une minorité par rapport à cette majorité. Donc tout est asymétrique, de tous les côtés c'est asymétrique, nord-sud, etc., etc. Le modèle occidental a reposé sur l'hyper-concentration de ressources. Quand nous sommes passés par les 30 Glorieuses, on était tout joyeux, enfin bon, sauf qu'en mai 68, il y a eu quand même un sursaut d'âme, si vous voulez, que j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs qui m'a beaucoup touché, puisque moi je m'étais dégagé du système depuis 61. Et on avait élaboré un système qui atteignait son apothéose, tout allait bien, etc. Sauf qu'on occultait complètement que si nous allions très bien, c'est parce que les ressources du tiers-monde étaient pas chères et qu'on pouvait y accéder très, très facilement. Et on a érigé un modèle qui est un modèle extrêmement dispendieux et qui aujourd'hui est repris par les pays dits émergents. C'est-à-dire qu'on a tellement insisté pour dire que c'est le seul modèle qu'il faut universaliser, que l'universalisation du modèle va provoquer un séisme terrible. Parce que si les pays émergents imitent notre modèle d'hyperconsommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accélération forcenée de l'épuisement des ressources. Et donc, finalement, une entrée dans quelque chose qui n'est plus la vie, mais la survie. Ce qui me paraît important, c'est de dire que le développement humain n'est pas terminé. Toute production supplémentaire n'est pas nécessairement consommatrice de matières premières ou destruction de planètes. On peut produire la même chose en utilisant beaucoup moins de matières premières. C'est ça d'ailleurs le but de la fameuse croissance verte. Moi je suis au fond, pour un développement choisi. C'est ça qui me paraît, que tout le monde puisse accéder à la part de travail dont il a besoin pour vivre bien. Voilà. Pour vivre comme il l'entend, avec une éducation qui fasse que chacun arrive, je dirais, à bien distinguer ce qui est essentiel pour lui, ce qui peut comporter une certaine part de luxe, et ce qui est superflu, et donc est en fait de facto un prélèvement sur autrui. Donc si on raisonne dans un monde où finalement on cherche vraiment à ce que chacun accède à lui-même. Pour moi, voilà, tout le problème, c'est qu'on est dans un système dans lequel, comme l'a dit je ne sais trop qui, on nous oblige avec un gain de productivité à produire 2 fois plus d'aiguilles, plutôt que de produire le même nombre d'aiguilles en travaillant 2 fois moins de temps. Voilà. Et ça, pour moi, cette régulation est fondamentale. Alors, quelle est la croissance finale? Ça devrait dépendre des choix individuels, au fond. Où j'ai un problème, parce qu'il faut être honnête, c'est que la violence du système est tellement forte que voilà, les problèmes de contrepoids et de réorganisation sont extrêmement complexes. Et là, on tombe sur un... C'est pour ça que cette idée d'un pacte civique collectif est importante. C'est que la démarche de conversion individuelle, de changement de vie, la démarche un peu utopique, elle a du mal à se généraliser, parce qu'on est tous quand même dans des systèmes très rigides quand même. Donc tout le problème, c'est d'articuler les démarches
je dirais, radicales, courageuses, qui prennent beaucoup sur elles-mêmes aussi, qui prennent des risques, avec les démarches régulationnistes, qui sont plus lentes. C'est pour ça que j'ai essayé de travailler sur l'articulation des trois cultures de résistance, de régulation et d'utopie. C'est que chaque fois qu'on est dans une monoculture, on ne peut pas faire avancer les choses suffisamment. Quand on est uniquement utopiste, sans se rattacher à la régulation, quand on est utopiste, on fait de la résistance, ça va de soi. Il y a quelque chose qui manque. Quand on est purement dans la régulation, on s'endorme sur soi-même et ça génère des stratégies de pouvoir, des stratégies d'accaparement. Il y a besoin que les cultures de la régulation soient en permanence critiquées par des cultures de la résistance et tirées hors d'elles-mêmes par des cultures de l'utopie. Mais c'est en articulant les trois qu'on arrive à faire fonctionner les choses. Et quand vous regardez d'ailleurs les grands projets politiques, ils ont toujours articulé ces trois cultures.